grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur les menaces terroristes qui se sont confirmées dans deux localités durant ce week-end, donc au Mali, à Fakola dans la région de Sikasso et à Nara dans la région de Koulikoro. Attaques qui ont donc comme bilan à Nara 9 morts du côté des assaillants et 3 militaires blessés selon le ministère malien de la Défense. Alors nous aurons comme invité à cette émission Ousmane Corneo, spécialiste des questions de sécurité, Siaka Teble Doumbia avec moi dans ce studio, analyste politique, Tchambel Gimbayara qui répondra à nos questions. Il est journaliste, il est à Paris, il est donc ressortissant également de la région de la zone de Nara. Il sera également avec nous Cheikh Douara, Cheikh Amadou Douara qui est journaliste. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Durant donc le week-end, le pays a subi 2 attaques terroristes survenues respectivement le 27 juin et le 28 juin 2015. La première attaque a ciblé un camp militaire de Nara, le camp militaire de Nara dans la région de Koulikoro à 30 km seulement des frontières de la Mauritanie, faisant 9 morts du côté des assaillants et 3 morts du côté des forces armées maliennes. La seconde a été menée contre des infrastructures de l'administration et de sécurité à Fakola, à 150 km à l'ouest de la ville de Sikasso, troisième région donc du pays, près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Alors on nous annonce que l'avant-dernière attaque donc de cette région, Sikasso, que la tête présumée donc de ce groupe qui a attaqué Misseni, vous vous le rappelez, le 10 juin dernier, semblerait être arrêté par la gendarmerie du Mali. Alors nous allons voir avec vous, Ousmane Corneo. Ousmane Corneo, qui sont ces terroristes qui ont attaqué Nara? Merci beaucoup. C'est vrai quand même qu'il n'est pas facile d'identifier encore ces terroristes. Mais ce auquel on peut s'attendre, c'est que dès à présent que le gouvernement a signé avec la rébellion un accord pour la paix, ceux qui sont contre cette paix, c'est-à-dire ceux à qui profite ce désordre, cette insécurité, vont se manifester. Bon, maintenant, quant à dire qu'il s'agit des éléments de IAD, des éléments d'un tel ou d'un tel, pour le moment, je crois que ça c'est réservé, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont aucun intérêt à la paix et qui seront prêts à aiguiller un peu partout pour montrer au Mali qu'ils ne sont pas contents. Et je crois que ce sont les derniers abois. On ne doit pas s'alarmer par rapport à ça. Il faut s'attendre quand il y a une crise de telle envergure qui tire vers ça. Il y a toujours des gens qui sont aux abois et qui essaient de manifester. Merci beaucoup Ousmane Corneo pour la disponibilité. Alors avec vous Siaka Teble Doumbia, vous êtes analyste politique. Est-ce que ces attaques ont un lien avec la situation politique? Oui, bonsoir à vous d'abord, bonsoir à tous les auditeurs. Avant de répondre à votre question, j'aimerais intervenir un peu sur ce que Ousmane disait tout à l'heure, dire qu'il est un peu difficile d'identifier à l'heure actuelle les assaillants, ceux qui ont attaqué Nara. Moi, des sources militaires très concordantes disent que parmi ces combattants, il y avait les combattants Peul du Massina, il y avait également les militants d'Ansardine, et il y avait même les déserteurs de l'armée malienne en 2012 qui sont retranchés dans les camps des réfugiés. Et donc, il a dit également que c'est ceux qui sont contre la paix, mais c'est quand même assez vaste. Et donc, moi, je vais essayer d'aller droit au but. À ce niveau, ceux qui sont contre la paix, au sein du groupe même qui a signé la paix, il y a eu des réticences. Nous avons vu la branche de la CMA en Europe qui a protesté. Et pendant la signature de la paix, si vous avez remarqué, celui qui a signé le document et celui qui a lu le discours, la communauté, je vais dire, la CMA ne se retrouve pas forcément
dans ces gens-là. Et donc, tous ceux-ci peuvent constituer des facteurs à expliquer un peu les attaques contre Nara. Et donc, je ne sais pas s'il faut faire également une rétrospective sur ce qui s'est passé dans la même logique à Fakola. Là-bas également, je me rappelle qu'ici, dans ce même studio, nous nous sommes retrouvés ici et j'avais laissé entendre que les moyens utilisés à Missili et également vu le fait que c'est tous les États de l'Afrique de l'Ouest qui se trouvent dans l'agenda de ces organisations terroristes, nous avons de bonnes raisons de croire aujourd'hui que ce sont des mouvements terroristes qui l'ont fait. Et aujourd'hui, voilà que c'est avéré. Alors, qu'est-ce qu'il faut souligner à ce niveau? C'est que nous allons peut-être développer ça, mais la situation politique au sud ici, et les attaques qui se sont perpétrées, il y a un lien de cause à effet, bien entendu, et qu'on va développer peut-être dans le média. Oui, tout à l'heure. Alors, nous allons voir du côté, on me fait signe que Tchambel Gimbayara n'est pas en ligne. Alors, à travers donc l'intervention de Tchambel Gimbayara, c'est un clin d'œil que nous allons faire à toute la diaspora malienne qui nous écoute à travers donc l'internet, via notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Alors, si Tchambel n'est pas en ligne, nous allons nous diriger vers Ousmane Kornio. Ousmane Kornio, alors l'Empire du Massina, la force nationale de libération du Massina qui revient donc dans l'actualité. Est-ce que cela se concrétise davantage, cette force se concrétise davantage? Oui, je crois que vous allez le répéter parce que moi je suis natif du Massina. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Et je connais un peu la mentalité de ceux qui agissent. Et jusqu'à présent, et moi jusqu'à preuve du contraire, une attaque organisée par Amadou Koufa, je ne crois plus. Mais je sais bien quand même qu'avec la rébellion, il y a eu des problèmes fonciers entre des Touaregs et des communautés Touaregs et des communautés Peul, de part et d'autre du Massina. D'abord vers le Farmaké, les Touaregs qui s'étaient retirés, qui s'étaient installés, et avaient occupé des terres qui étaient considérées comme terres n'appartenant à personne, auxquelles on appelle les terres salées. Et les éleveurs avaient eu à être tués, à être rançonnés. Et il y a eu des formes de révolte de groupes de jeunes. Dire vraiment, jusqu'à présent, là que les gens se prononcent pour un coup, mais dire qu'il y a vraiment une véritable force organisée. Des jeunes du Massina qui se réclament de la libération du Massina, je me demande la libération du Massina contre qui? Merci. On pose après la question. Merci beaucoup, Ousmane Kornio. Alors, on me fait signe que Tchambel est en ligne. Tchambel Gimbayara, bonjour. Bonjour. Alors, vous intervenez depuis la France, je l'ai dit tout à l'heure, à travers vous, nous saluons toute la diaspora qui nous écoute à travers notre site web, le grand dialogue d'aujourd'hui qui est consacré à ces deux attaques. Vous intervenez depuis la France, vous êtes journaliste, mais vous êtes également ressortissant de Nara. Aujourd'hui, quel genre de menaces pèsent sur Nara, qui est une ville frontalière avec la Mauritanie? Alors, Tchambel est reparti. Nous allons donc revenir dans ce studio. Toutes nos excuses pour ces interruptions téléphoniques. La liaison semble très mauvaise avec la France. Alors, Siaka Tchébile Doumbia, vous avez entendu tout à l'heure les explications de Ousmane Kornio qui est ressortissant donc du Massina, qui dit qu'il est peu probable que la force nationale de libération du Massina existe à la forme que vous défendez. Quelle est la réaction? À la forme que je défends, quand je dis que les combattants de cette force ont pris part, parce que toute la question se ramène à pourquoi ces gens-là se battent aujourd'hui. Pour j'ai pris le cas des déserteurs de l'armée malienne qui ont été quand même voir l'ambassade du Mali en Mauritanie pour statuer sur leur réintégration dans l'armée malienne. Mais au même moment, quand la CEMA a besoin d'eux, on vient faire recourir à ces gens-là et ils partent combattre aux côtés de la CEMA. Et de même manière, ceux-là qui ont pris les armes aux côtés du dirigeant comment t'appelles, de Massina, ceux qui ont pris les armes, Amadou Koumfa, c'est une question d'intérêt. C'est que
parler d'une force organisée en tant que telle qui se battent pour des idéologies, nous ne sommes pas arrivés à ce stade encore. Mais ce sont des combattants qui ont milité, qui ont combattu avec eux et qui aujourd'hui ont pris des armes pour combattre également. Mais pour quel intérêt? Ce sont des intérêts personnels. C'est différent. Quand il dit qu'il se battent contre qui, c'est là toute la question. Ils ne se battent pas pour libérer Massena contre qui. Ils ne se battent pas en réalité pour la libération de Massena, mais c'est pour leurs propres intérêts que ces gens-là se battent. D'accord. Alors, est-ce que Ousmane Cornu, on peut confirmer avec vous l'arrestation donc de Moussa Sanogo Abdou Khalid, chef de ce groupe terroriste qui a attaqué Messeni? Oui, bon, écoutez, d'après sur les ondes, on aurait appris qu'il a été arrêté. Et il faut reconnaître qu'en fait, que le fanatisme et même l'intégrisme religieux n'est pas seulement une affaire du nord du Mali. Et sachez quand même que le wahhabisme est venu au Mali du Burkina, de Bobo. La centrale idéologique se trouve à Bobo de Lasso. Et il n'est pas expliqué en fait que sur toute la ligne frontalière entre le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y ait des villages comme Kadi à Gao, des villages qui sont complètement endoctrinés et qui peuvent être alignés par n'importe quel djihadiste comme Iyad, tant qu'ils croient qu'il est venu pour eux l'heure de la guerre sainte, l'heure de l'islamisation et tout ça. Je crois que je ne suis pas... je suis sûr que ce dernier il peut venir du Sud. Là, je ne doute pas. Il peut venir bien du Sud. D'accord. Alors, Tchambel Gimbayara est reparti. Nous allons revenir dans ce studio. Malheureusement, c'est pas facile, c'est laborieux avec ce genre de liaison. Mais Cheikh Amadou Diouara vient de faire son entrée dans ce studio. Juste avant de lui donner la parole, alors nous allons voir avec Siaka Tcheblé Doumbia, analyste politique. Aujourd'hui, cette question de Amadou Koufa, comment est-ce que les autorités doivent anticiper également sur ces actions? C'est toute une question d'organisation d'abord au sein de l'armée malienne. Nous allons peut-être eu le temps également de développer ça. Une question de structuration, d'organisation et d'opérationnalisation de cette armée malienne. Quand vous regardez les grandes agglomérations, ces agglomérations doivent être abandonnées par les FAMA. C'est les FAMA qui doivent être postés dans les coins, en dehors des grandes agglomérations. Et maintenant, ceux qui sont chargés de la sécurité intérieure, à savoir la police et la gendarmerie, doivent jouer le rôle et à l'entrée et à la sortie de ces agglomérations, tout en exerçant un contrôle à l'intérieur. Donc, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, s'il y a une mission, s'il y a des solutions qu'on doit chercher, la première des solutions possibles, c'est une réorganisation, une restructuration de notre force armée. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Merci de nous suivre donc à travers notre réseau de partenaires, de radio partenaires à travers tout le pays. Aujourd'hui, nous débattons de ces deux attaques survenues à Fakola dans la région de Sikasoé, mais également à Nara dans la région de Koulikoro durant le week-end, donc samedi et dimanche. Alors, Cheikh Amadou Diouara a fait son entrée dans ce studio. Monsieur Diouara, dites-nous... quelle est aujourd'hui l'ampleur de la menace sur une zone comme Nara, qui fait frontière avec la Mauritanie? Bon, moi je pense que Nara, c'est pas une exception, c'est pas non plus... ce qui est arrivé à Nara, c'est pas quelque chose qui doit surprendre. Nara est aussi proche qu'il soit de Bamako ou du sud d'une manière générale. Nara est une zone qui est ouverte sur les grands espaces, c'est-à-dire sur le désert, sur ce no man's land qu'on connaît, qui est tout cet espace qui va des frontières avec la Mauritanie jusqu'aux frontières avec l'Algérie et le Niger. Donc je pense que ça, c'est pas quelque chose qui doit surprendre, surtout que nous savons que la forêt du Ouagadou,
qui a été quand même le sanctuaire de ACMI et des autres organisations associées, a toujours été cette forêt bien avant les événements de 2012. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Douara. Je rappelle que vous êtes journaliste. Alors, Thiambel Gimbayera, vous intervenez depuis la France, vous êtes journaliste malien, mais également ressortissant de la ville de Nara. Aujourd'hui, quels sont les retours qui vous parviennent de votre ville natale? Thiambel? Est-ce que Thiambel Gimbayera, vous êtes avec nous? Ah, la ligne me semble encore mauvaise. Nous allons essayer de joindre à nouveau Thiambel Gimbayera qui est depuis la France, et toutes nos excuses pour ces interruptions. Alors, toujours avec vous, Cheikh Amadou Douara, comme vous venez de nous rejoindre aujourd'hui, des attaques survenues à Sikasso. Comment est-ce qu'on peut expliquer de tels gestes? Est-ce qu'il y a une connexion avec le groupe armé du Nord? Moi, je pense qu'il fallait être conscient de cela depuis 2012. L'erreur, une des grandes erreurs a été toujours de voir cette question de loin, de voir cette situation de loin, de le situer uniquement dans la partie septentrionale de ce pays. On sait que depuis tout le temps, ces mouvements interviennent certes dans le nord, mais avec des connexions certaines et très actives dans le sud du pays. Et cela, c'est de Kaï à Kidal. Et c'est même transnational, ce n'est pas seulement qu'au Mali, c'est aussi avec d'autres villes frontières qui sont dans d'autres pays voisins. Et moi, personnellement, je vous dis très sincèrement, je n'ai pas du tout été surpris par ce qui est arrivé à Kadiolo, par ce qui est arrivé hier ou avant-hier à Nara, pas du tout. Et l'erreur a toujours été, comme je l'ai dit, de situer ça dans la partie septentrionale du pays. Si ça parvient à marcher là-bas, c'est généraliser selon exactement. Ouais. Alors aujourd'hui, certains disent que c'est un sabotage vis-à-vis de l'accord de paix. Est-ce que vous êtes d'avis? Un sabotage vis-à-vis de l'accord de paix, moi je ne pense pas que ça vise spécifiquement cet accord. Moi je pense que nous avons affaire à une autre situation qui est dans un autre contexte, c'est un autre agenda. Je pense que l'accord est un dossier à part. Et ça vient certes par ricochet, ça peut toujours porter, ça peut toujours avoir ses effets sur l'accord. Mais moi je pense que c'est toute une autre situation qu'il faut voir dans une autre dimension et voilà, à ne surtout pas faire vraiment cet amalgame. Ça peut avoir effectivement des ambitions pour saboter l'accord, mais pas seulement dans le seul et unique but de compromettre cet accord, mais je pense que c'est une autre situation pour laquelle plutôt il faut avoir une autre vision. D'accord. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Douara. Vous êtes journaliste. Alors, Ousmane Cornio, après ces attaques, il y a la riposte de l'armée malienne et ces photos qui ont circulé sur Internet. Est-ce qu'il est admis pour une armée régulière de faire circuler des photos du genre sur les réseaux sociaux? Oui, je crois que c'est de l'amateurisme. Comme on s'est dit, il y a quelque chose de malheureux bon quand même. Moi, je crois que ces attaques sporadiques vont permettre aux forces de sécurité maliennes de comprendre qu'il y a peut-être besoin d'un autre maillage du territoire, de réorganiser autrement, pour ne pas seulement attendre qu'on soit attaqué pour riposter, mais de pouvoir anticiper. Et ne pas se dire aussi, bon, cette zone est une zone d'insécurité, on s'y plante. De l'autre côté, on ne s'y plante pas parce que c'est une zone de sécurité. On doit comprendre désormais qu'à partir de 2 ou 3 ans d'insécurité permanente que nous avons vécu, que tout le territoire malien aujourd'hui est sujet à être une zone d'insécurité. Donc, on réorganise les forces de sécurité, qu'on soit proactif, qu'on puisse anticiper sur les choses, qu'on puisse analyser les facteurs d'insécurité qu'on puisse vraiment prévenir. Moi, je crois que ces attaques-là vont quand même inciter l'armée malienne
les forces de sécurité maliennes à se réorganiser et autrement. Merci beaucoup, Ousmane Korniou. Alors, je vais peut-être insister sur ces photos qui circulent sur Internet. Dans aucun pays, on ne voit ça, par exemple en Europe, on ne voit pas ça. Est-ce que cela n'attise pas le feu? Est-ce que cela n'entretient pas les tensions? En fait, je vais dire que la communication au sein de l'armée, la communication c'est une stratégie de guerre, mais ça doit être organisé. Ça doit être organisé. Aujourd'hui, nous avons la DIRPA. Et c'est la DIRPA qui doit se charger de tout ce qui a trait à la communication. Bon, maintenant, on vient d'une attaque comme ça et on véhicule sur les réseaux sociaux les images. À mon avis, ce n'est pas très sérieux et l'armée malienne doit quand même essayer de se priver de ces genres d'actes. Cheikh Amadou Diouara, vous avez participé à la couverture de la guerre qui se disait une guerre couverte. Vous avez pris beaucoup d'images. Est-ce que ces images vous choquent? Ces images me choquent, mais moi je pense qu'il faut un peu situer les faits. Vous savez, avec la démocratisation des TIC, aujourd'hui, n'importe quelle personne munie d'un téléphone portable peut tout de suite faire des photos et les balancer sur les réseaux sociaux. Donc, moi je ne pense pas que ce soit l'armée elle-même qui a fait ces photos et les balancer sur les réseaux. Je ne dis pas non plus que ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais je ne pense pas que ce soit l'armée qui l'a fait. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention avec ce jeu d'images. Moi, j'ai vu plusieurs cas où il y a eu des événements comme ça, où les gens sont arrivés, les gens ont fait des photos, tout de suite, par passion, ils ont fait des photos, ils ont balancé avec... Il n'y a pas seulement que les photos, mais aussi les mots qui les accompagnent, qui peuvent choquer autant que ces images. Moi, dans mon travail de journaliste, j'ai été amené à couvrir des événements où j'ai fait des images où on était nous-mêmes obligés de censurer vu leur caractère choquant. Bon, tout le monde n'est pas journaliste, tout le monde n'a pas non plus ce sens de qu'est-ce qu'il faut diffuser ou pas, et je pense qu'à ce stade, on doit faire très 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 attention. Chambel Guimayera est en ligne. Chambel, cette fois-ci, nous vous tenons. Dites-nous, quel genre de menaces pèsent aujourd'hui sur la région de Nara, sur la zone de Nara, la ville dont vous êtes originaire? Oui, la menace essentielle sur la région de Nara, c'est une menace sécuritaire, une menace que Nara partage avec toutes les autres régions du Mali. C'est la menace terroriste. C'est une arrière-cour du Sahel, et une ville frontalière avec la Mauritanie. Mauritanie qui est le refuge des rebelles du MNLA, qui est leur arrière-base. Mais aussi, Nara fait partie de ce vaste couloir qui va de Kidal jusqu'à Nioro du Sahel, la forêt du Ouagadou, la vallée du Serpent, le bras mort du fleuve Niger. Toute cette zone-là est accessible directement de Kidal, ce qui fait de Nara un repli, une zone assez ouverte ou facile à attaquer, si ce n'est le camp militaire qui est là, qui est composé de quelques 400 hommes. Nara est sous cette menace sécuritaire transfrontalière, mais aussi terroriste et narco-djihado-terroriste, si vous voulez bien. Alors, Chambel, quel est l'état de choc de la population de Nara à quelques heures seulement après ces attaques? Oui, on peut dire que la population est sous le choc parce que Nara, la région de Nara a connu la rébellion. Les différentes rébellions n'ont jamais atteint ce degré-là. C'est-à-dire que la ville, la garnison, le marché n'a jamais été pris d'assaut. C'est la première fois depuis l'indépendance de notre pays jusqu'à ce jour. C'est la première fois que Nara ploie sous le poids des balles, une artillerie lourde soit tirée entre les populations qui sont presque démunies. Ils ne sont pas habitués à une telle violence, à un tel degré de violence. Les populations sont stupéfaites qu'on vienne tuer notamment des innocents qui n'ont rien fait, qu'on vienne s'en prendre à leurs biens, détruire cela. Si l'État ne prend garde et que ne sécurise pas la zone, ça devient la préoccupation majeure des populations de sécuriser leurs biens et leurs intérêts, de défendre leur intégrité territoriale physique et leurs biens matériels et moraux. Donc c'est du domaine de l'État, d'abord pour le moment, sous le choc,
Nara a réagi en tout cas bien en se mobilisant, en étant solidaire du Mali, en soutenant le Mali jusqu'au bout. Mais il faut que ce minimum de sécurité soit, sinon c'est les populations qui finiront par prendre avec l'appui d'un collectif qui est en train de se mettre en place à Paris ici pour doter les populations des moyens d'alerte précoce, de vigilance, de veille. Et si ces alertes, ces veilles, ces vigilances, malgré cet effort-là, on allait encore attenter au bien des populations, je crois que nous finirons aussi par nous organiser pour défendre militairement nos pays, nos familles, militairement nos troupeaux, nos animaux, et pourquoi pas militairement aussi nos mamans et nos sœurs restées au village. Quand vous dites un minimum de sécurité, est-ce que vous voulez dire que la réaction de l'armée malienne n'était pas à hauteur de souhait? Elle est à saluer, mais pour une zone quand même transfrontalière, il faut mettre l'accent et élever le niveau de vigilance, impliquer même les coopérants étrangers, les forces Barkhane qui sont stationnées là, qui veillent sur toute la zone. L'amunissement, il n'y a pas de détachement à ce que je chasse qui viennent en renfort à l'armée malienne dans cette zone qui est aussi une zone poreuse transfrontalière, je le disais tantôt. C'est un camp de 400 militaires, ce qui est minime pour une zone aussi vaste qui va de la frontière, la frontière de Nampala jusqu'à la frontière de Nioro du Sahel, jusqu'à Balé. Donc c'est une vaste zone sahélienne qui est prédisposée à cette insécurité ambiante où on a déjà enlevé des terroristes, où on garde d'ailleurs peut-être, je ne sais, quelques terroristes. Les derniers terroristes sont gardés dans cette zone. C'est incompréhensible qu'on en soit là, à ce niveau-là, que l'État ne prenne pas le devant, ne veille pas. Les informations ont été relayées depuis un moment par les populations qu'il y a des mouvements suspects. Donc ce n'est pas possible qu'on laisse faire, en tout cas malgré ces alertes-là, malgré cette veille-là, et que cela soit possible encore au Mali et qu'on laisse que des illuminés d'une certaine boxe s'attaquent à un camp militaire. Donc si les solutions ne sont pas prises, idoines ne sont pas prises, donc la charge revient aux populations, et les populations, y compris les enfants exilés, de défendre leur patrie. C'est notre devoir. Merci Tchambel. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Merci pour ces analyses. Alors, Siaka Tcheblé, vous voulez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Tchambel? Oui, M. Tchambel a touché du doigt à la réorganisation des forces de l'armée que je viens tout à l'heure de poser sur la table. Quand vous quittez Nara, vous pouvez jusqu'ici venir à Katissa rencontrer, je vais dire, une unité de FAMA concentrée dans certains gens. Autrement dit, une fois que Nara est attaqué par ces gens-là, ils peuvent de Nara se retrouver le même jour à Bamako sans avoir eu de résistance devant eux. De même manière, vous prenez la région de Sigasso, là où il y a eu les attaques également. Il y a une très faible organisation de l'armée malienne dans ces zones-là. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas contre-attaquer ces gens-là tant que nous ne revoyons pas notre dispositif d'organisation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour ce qui s'agit de la population, je crois que la population doit beaucoup coopérer avec l'armée malienne dans sa lutte. Le cas de Fakola, par exemple, il y a un chef radical qui était là et après l'attaque des missiles, ces gens-là se sont retrouvés dans la forêt en bénéficiant du soutien de ce chef radical-là. Et donc, si la population a insisté moins et merveilles... Qui est ce chef? Son nom c'est Birama Kone. Birama Kone, il est de Piesana, une localité située à côté de Fakola. Et donc, après les attaques des missiles, ils se sont retrouvés dans cette forêt-là. Et donc, je veux tout simplement insister, sur la réorganisation des forces de défense de l'armée malienne, en quittant vraiment les agglomérations, en sortant, en allant un peu vers les agglomérations, en laissant les agglomérations pour la police et la gendarmerie sécuriser les entrées et les sorties et assurer la sécurité à l'intérieur de ces agglomérations, et que les forces soient quand même cantonnées un peu en dehors des villes. Nous avons ici à Bamako à peu près 10 policiers à un seul rond-point, ce qui quand même pose quand même des questions d'organisation. Donc il faut revoir tout ça de fond en comble et insister sur la coopération entre la population et l'armée malienne, et c'est à ce seul prix qu'on peut venir à bout de cette menace-là. Une pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani, le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur ces deux attaques qui sont intervenues durant le week-end à Fakola dans la région de Sikasso et à Nara dans la région de Koulikoro. Alors, Ousmane Corneo, l'efficacité de la lutte antiterroriste au Mali est-elle aujourd'hui à hauteur de souhait? Non, pas du tout, pas du tout. Il y aura, et ceux qui viennent d'intervenir, j'emboîte sur leur pas. Je participe actuellement au débat, mais dites-vous que je suis dans la zone actuellement. Je suis entre l'Ignoro et la frontière de la Mauritanie. Je viens de traverser le checkpoint. Personne n'a demandé qui es-tu, d'où viens-tu et où vas-tu. Et je vois des véhicules qui rentrent, qui passent, sans que les policiers, la gendarmerie et les forces de sécurité qui sont là se lèvent même pour venir voir qui es-tu. J'aurais pu être un assaillant et j'aurais perpétré ce que je voudrais et puis il nous manque à réagir. Ça veut dire qu'il faut que le comportement change, le comportement de nos forces armées de sécurité change. Moi, je m'attendais dans une zone comme Noro, qui est sur la même limite que Nara, qu'après les événements de Nara, que les forces soient sur le qui-vive. Mais pas du tout, pas du tout. Les seules personnes qui en parlent, c'est peut-être la population. J'ai interviewé quelques personnes pour dire qu'est-ce que vous en pensez. Bon, ils disent écoutez, ce qui est passé à Nara, ça pourrait se passer ici aussi. L'armée allait réagir simplement après l'attaque. Moi, je crois que autant on demande un changement de comportement des populations de participer, autant il faut un changement de comportement de nos forces armées et de sécurité face à la situation que vit le Mali. La situation n'est plus la même. Il faut changer, il faut être actif, proactif. Il faut savoir prévenir et non pas s'asseoir au niveau des checkpoints en train de jouer au cartes et puis ensuite, c'est quand on va tirer sur eux qu'ensuite ils vont se réveiller. Merci beaucoup, Ousmane Corneo. Alors, Cheikh Amadou Diouara, vous avez participé, je l'ai dit tantôt, à la libération donc, des régions du Nord. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mesurez la capacité de réaction de l'armée malienne? Bon, moi je pense que la triste réalité, c'est que il y a des insuffisances. D'abord, il y a un problème primordial qui est là, c'est que l'armée malienne est en sous-effectif. Quand on essaye de voir la superficie du Mali, voir le nombre d'éléments au compte des FAMA, tout corps confondu, et voir la prépondérance de la menace et tout ça, le problème c'est que les éléments, tout de suite, Monsieur Gimbayara parlait il n'y a que 400 éléments et tout ça, mais moi je pense, moi je suis étonné de savoir qu'il y a 400 éléments à Nara. Il faut qu'il sache qu'il y a d'autres parties du territoire malien où la menace est beaucoup plus, je veux dire, prépondérante que Nara, où il n'y a pas ce nombre-là. On ne va pas rentrer dans les chiffres parce que ça relève du secret défense, mais il faut savoir que nous avons un sérieux problème de sous-effectif. Quand vous essayez de voir un pays comme le Rwanda, qui fait peut-être pas plus que le cercle de Nara, ou quand on essaye de voir, ces unités dépassent de loin celle du Mali, pendant que ça devait faire 10 ou 15 fois moins que le Mali. Donc il y a réellement ce problème. Moi je me souviens pendant les déploiements des premiers contingents de la MINUSMA, je travaillais encore là et je me souviens qu'il y avait un pays où le nombre de soldats qui avaient été déployés, le territoire qui les avait été confié, le seul territoire qui les a été confié faisait 5 fois leur pays. Donc ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils aient la responsabilité d'un territoire qui fait 5 fois leur pays. Alors eux, ils ne sont que, je ne sais pas, ils sont qu'indivisibles à 1/100 ou à 1 millier de leur armée. Donc pour juste voir il y a ce problème. Il y a le problème d'équipement. Il y a surtout le problème d'équipement. Il faut savoir que à 90%, le soldat malien tient encore les Kalachnikov de la Deuxième Guerre mondiale.
Ils tiennent encore les 12-7 et les 14-5 de la même époque. Et quand vous essayez de voir, moi j'ai été par exemple dans des situations carrément sur le théâtre de guerre où j'étais là avec l'armée en plein combat, en train de tirer, et je me souviens une fois, nous étions un peu pris au piège, et je vais me permettre de citer des noms. J'étais avec le colonel Massaoulé Samake, et on était vraiment dans le feu, hein. Et il y avait l'ennemi qui tirait vraiment sur les troupes, et là il y avait un seul arme d'appui, il y avait un seul véhicule avec une arme d'appui qui était une 12-7. Et à chaque fois qu'il tire la 12-7, il est obligé de prendre une barre de fer, taper au moins 3-4 coups pour que ça décoince et qu'il relance encore. Mais est-ce que l'ennemi va t'attendre que tu dépendes ton arme pour que vous continuez le combat? Et même les armes individuelles qu'ils avaient, au bout d'un moment, l'arme chauffe et ça cale. Donc, et ça, c'est pas... la vétusté de l'équipement. Oui, et ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps face à l'ennemi. Et aujourd'hui, il faut savoir que surtout, les groupes djihadistes, ils arrivent quand même de plus en plus avec des armes automatiques, avec des armes plus efficaces. Et à chaque fois, c'est des armes plus efficaces que l'armée malienne, malheureusement. Avant, dans les rébellions qu'on a connues, c'est des gars qui arrivaient avec des carabines, avec des armes amateurs même, face à l'armée. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ils viennent avec les armes beaucoup plus efficaces. Plus sophistiquées. Voilà, et plus sophistiquées. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Douara. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Juste avant de repartir vers Tchambel. Tchambel, vous êtes à l'étranger. Nous sentons le besoin que la diaspora a aujourd'hui avoir accès à l'actualité au niveau national. Nous avons parlé de ces photos macabres tout à l'heure. Je me permets de retourner sur la question avec vous, vous qui êtes à la diaspora. Aujourd'hui, nous avons constaté avec beaucoup de regrets ces photos de militaires maliens ligotés et qui ont donc circulé sur Internet, qui ont à un moment donné miné le moral ici à Bamako et dans tout le pays. Aujourd'hui, c'est d'autres genres de photos d'assaillants qui ont été neutralisés et qui circulent sur le net. Quelle peut être l'ampleur d'une telle publication? Il faut dire que nous sommes quand même dans un état de droit et que l'image aussi a son revers. En fait, l'image utilisée positivement, on peut tirer tout le résultat escompté. Utilisé négativement, on peut rapidement se trouver en porte-à-faux avec la justice nationale et surtout la justice internationale. La guerre obéit à des termes, même si nous sommes dans des cas exceptionnels où les gens sont quand même attaqués par surprise, où les gens ni foi, sans foi, ni loi se permettent d'aller. Il faut protéger ces images-là et il faut communiquer là-dessus, mais savoir aussi l'utiliser. Ça peut heurter, ça peut choquer, mais c'est vrai qu'une vie vaut une vie, qu'elle soit rebelle ou qu'elle soit de l'armée nationale. On souhaite quand même gagner avec la manière. Il faut savoir aussi habiller sa victoire et puis pouvoir communiquer là-dessus. Ça, c'est une erreur de communication qui peut être utilisée demain contre nous, mais n'empêche que quand même la victoire est à saluer, le courage de ces hommes-là sont à saluer. La diaspora est beaucoup plus alerte par rapport à la situation. Nous sommes beaucoup plus devant l'actualité et mis devant les faits accomplis. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre gouvernement manque de stratégie de communication, manque de politique de communication, de visibilité. Il y a cette lourdeur. Il y a les gens, ils n'ont pas au charbon, ils ont peur. Nous sommes quelques-uns à pouvoir répondre de cela parce qu'il faut défendre l'intérêt du pays. Il faut faire face à ces interlocuteurs-là pour balayer, pour arrêter leurs inimités ou leurs mensonges devant les plateaux de télé et restituer un peu la réalité. Même si on n'est pas suivi, on n'est pas accompagné, on n'est pas soutenu par l'État malien, c'est un devoir que l'on se donne dans cette profession et où on défend la patrie. On peut le défendre chacun à chaque niveau qu'il est par rapport au Mali et par rapport au respect. Et on doit quand même être beaucoup plus regardant par rapport au respect des droits et des devoirs. La guerre aussi a des règles que nous devons respecter.
Tchambel Gimbayara, journaliste intervenant depuis la France. Restez avec nous, Tchambel. Alors, Siaka Tcheblé Doumbia. Oui, j'aimerais ajouter un mot à ce que M. Diawara vient de dire tout à l'heure. Quand il dit que nous sommes en situation de sous-effectif, c'est vrai. Quand il dit également que nous sommes en situation de manque d'équipement, c'est vrai. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire face à une menace imminente? Qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on n'a pas les moyens de sa politique, on dit qu'on fait la politique de ses moyens. Et c'est justement pourquoi j'ai dit qu'il faut réorganiser, il faut voir la façon dont ces forces-là sont réorganisées et restructurées. Voilà. Comment réorganiser, comment restructurer cette armée malienne, Ousmane Cornio? Oui, moi je crois qu'il y a aussi à remonter le moral de cette armée. Il ne s'agit pas simplement d'être en sous-effectif, mais quand on a un sous-effectif bien équipé et bien motivé, moi je crois qu'il peut faire face. Donc on a à jouer d'abord sur les personnes, pas seulement sur l'effectif, mais aussi sur les personnes, sur la qualité des personnes. Et prenez l'armée malienne. L'armée malienne, c'est une armée qui marche sur la tête. Quand vous regardez, comptez le nombre d'officiers par rapport au nombre d'hommes de troupes, on se rend compte qu'il y a presque plus d'officiers supérieurs que d'hommes de troupes. Et comment une telle armée peut être efficace? C'est-à-dire l'armée doit être une pyramide. En fait, la base doit être beaucoup plus large, c'est-à-dire les hommes de troupes beaucoup plus bien regardés, ce sont ceux qui sont sur le terrain, et les officiers minimes pour essayer de commander. Donc quand on renverse la pyramide et qu'on veut qu'elle reste sur la pointe, c'est qu'elle va trébucher. On doit avoir une armée plate, c'est-à-dire une armée où entre le sommet et la base, elle est aplatie, c'est-à-dire que tout le monde, surtout dans les conditions, tout le monde est sur le terrain. Nous avons vu le cas du Tchad. Et on avait sur le terrain un général, le fils était sur le terrain. Pendant qu'ailleurs, chez nous, on a des généraux qui sont sous le climatiseur. Non. C'est-à-dire quand on choisit le métier des armes, on le choisit avec tous ses risques. On le choisit par amour. On le choisit et on est motivé. Et il n'y a pas à devenir militaire pour devenir officier et de climatiseur. Non, officier de terrain. Tout le monde doit être sur le terrain. Et je crois bien que c'est cette mentalité qu'on va dans l'armée pour aller combattre. Mais on ne va pas dans l'armée pour trouver un poste pour avoir un salaire, pour avoir un climatiseur. Merci. Je crois qu'il y a un lavage de cerveau qu'il faut. Et vraiment, il faut un changement de comportement de nos jeunes qui partent à l'armée aujourd'hui, qui croient qu'ils partent à l'armée pour avoir un salaire. Non, on va à l'armée pour combattre. Merci beaucoup, Ousmane Cornio, pour ces éclairages. Alors, Cheikh Amadou Diawara, on a effleuré tout à l'heure la question de la réintégration. Est-ce que ces jeunes revendiquent à leur façon leur réintégration dans l'armée? Les ex-rebelles? Ceux qui viennent de commettre ces attaques. Ah non, pas du tout. Moi, je pense que les choses étaient très claires depuis le début du processus de dialogue, je veux dire, depuis à Ouaga 2013. J'étais membre de la commission de négociation jusqu'à l'aboutissement. Donc, je veux dire, il y a ceux qui ont accepté d'adhérer au processus et il y a ceux qui ont tout de suite et maintenant déclaré qu'ils n'y adhèrent pas, c'est-à-dire le Moujao et associés. Ils n'ont jamais rejoint la table de négociation, donc je ne pense pas non plus qu'ils ont besoin d'intégration. Ils ont leur agenda, ils ont leur leitmotiv, et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de suivre. Bon, je voudrais juste quand même dire à M. Corneo que moi je pense que le problème au niveau de l'armée, c'est pas qu'il y a plus d'officiers ou autant d'officiers que d'hommes de rang. Non, pas du tout. Je vous laisse cette pyramide qui spécifie exactement comment dirais-je, la structuration de l'armée malienne. Merci. Le problème ne se pose pas à ce niveau. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diawara. Alors, vous avez un colis que nous allons vous transmettre, Ousmane Cornio, donné par Cheikh Amadou Diawara. Merci à vous, messieurs. Alors, un grand merci à Tchambel, même si nous n'avons pas eu le temps que nous voulions avec lui. Et remerciements également à Rokia Doumbia
qui est à côté de vous, je l'espère. Merci infiniment à vous, messieurs. Ousmane Corneo, spécialiste des questions de sécurité. Siaka Tieblin Doumbia, analyste politique. Tchambel Guimbayara, journaliste malien installé en France et ressortissant de la région de Nara. Cheikh Amadou Douara. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Douara était à la technique. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Ousmane Diadjetouré a réalisé cette émission. J'ai failli dire Ousmane Corneo. Merci à vous, messieurs, pour votre participation. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Biro. Halud Mauni. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.